L'économie de partage sur Internet est-elle en train de profondément se modifier, de changer et surtout de se professionnaliser? Airbnb, Uber, Blablacar s'éloignent de plus en plus du modèle de départ de partage. On n'en est plus du tout là. On en parle avec Charles-Antoine Schwerer. Bonjour, vous êtes économiste chez Asterès, spécialiste de l'économie de partage. Et face à vous, Grégoire Leclerc, entrepreneur dans le logiciel et président de l'Observatoire de l'ubérisation. Ça existe. Alors, on va commencer avec ce sujet où on voit tout un tas de petites start-up qui ont commencé, qui ont évolué. Sujet signé Juliette Duquesne et Julien Bervillet. Se faire coiffer et maquiller à domicile pour 70 €. Cette jeune créatrice d'un service traiteur a découvert cette application qui met en relation des professionnels de la beauté et des clients il y a un mois. Pour moi, c'est génial. Entre une fournée et une prestation, je peux me faire maquiller et coiffer, ce que j'aurais jamais pu faire avant. Avec ce site internet, cette coiffeuse maquilleuse indépendante réalise un tiers de ses revenus. C'est en effet un bon complément de revenus. Donc ça permet les périodes un peu creuses de se sentir un peu plus serein. La beauté à domicile, ça existe depuis des dizaines et dizaines d'années. C'est pas nous qui l'avons inventé. En revanche, on met à disposition des professionnels et des clientes les nouveaux outils numériques que sont les applications, par exemple. Depuis 2012, cette économie, basée sur des sites internet qui mettent en lien une offre et une demande, ne cesse de progresser, et dans des secteurs multiples. Cette application relie des restaurants avec des coursiers et des clients qui souhaitent manger à domicile. En 6 mois, 50 salariés ont été embauchés. En l'espace de quelques mois, en France, on travaille avec plus de 500 restaurateurs. C'est des milliers de commandes par jour. Et on connaît une croissance de notre activité de plus de 20% par semaine. Pour évoquer ce phénomène, certains parlent d'ubérisation de l'économie. D'autres préfèrent le terme d'économie de plateforme à ceux d'économie collaborative ou de partage. Car ces termes peuvent induire en erreur. Cette nouvelle économie n'a parfois rien de social. Perte fiscale pour l'État, précarisation du travail. Les chauffeurs indépendants ont d'ailleurs fait grève à plusieurs reprises pour dénoncer les conditions de travail imposées par Uber. Le modèle social et le modèle de travail tel qu'on l'a organisé jusqu'à présent est en train d'exploser. Mais ce n'est pas à cause des plateformes. Les plateformes ne sont juste que la conséquence de ce modèle qui s'essouffle. Il y a des gens qui sont dans des situations vraiment catastrophiques et pour qui c'est une possibilité d'avoir accès à une activité économique à laquelle jusqu'à présent ils n'avaient pas accès. Pour certains économistes, il faudrait instaurer quelques garde-fous en matière sociale. Ils recommandent aussi d'associer les utilisateurs, c'est-à-dire les professionnels et les clients, aux décisions prises par ces plateformes, car ces sites fonctionnent en grande partie grâce à eux. Oui, on voit que ça évolue à vitesse grand V. Est-ce que l'Internet collaboratif du début, c'est déjà fini ? Ce qui est sûr, c'est que ça évolue. Effectivement, ça évolue très vite. On voit bien que les gros acteurs ont intérêt à devenir de plus en plus gros pour avoir un volume, un levier de présence sur le marché qui soit suffisamment important pour eux. La rentabilité n'existe pas quand vous êtes trop petit. Vous avez besoin d'avoir un levier, 30 000, 40 000 chauffeurs, 40 000 coiffeuses, 30 000, 40 000 restaurateurs. Donc il faut que ces plateformes aillent vers la croissance. Ça, c'est un point indéniable. Donc il n'y a plus que les gros qui vont continuer à exister ? Eh bien, on aura à terme un système où les petits seront soit rachetés par les gros, soit disparaîtront. En tout cas, c'est un avis. Mais même, par exemple, pour une coiffeuse à domicile, non, ça c'est encore un métier différent. Il faut bien comprendre le phénomène de l'économie collaborative. On est bien sur un jeu à 3 parties. Au milieu, vous avez la plateforme, qui, elle, deviendra un acteur énorme. D'un côté, vous avez le particulier consommateur, qui peut être d'ailleurs parfois une entreprise consommatrice, de livraison de repas, de livraison de petits-déj, etc. Et de l'autre, vous avez le prestataire indépendant, qui est souvent un auto-entrepreneur, qui lui continuera à vivre de ces plateformes, avec toutes les problématiques sociales qu'on connaît, puisque cet auto-entrepreneur sera souvent en dépendance économique de la plateforme, tirera donc 100% de ses revenus de cette plateforme, et aura peut-être envie, un jour ou l'autre, de mieux protéger sa situation, mieux sanctuariser sa position d'indépendant en disant peut-être que la plateforme peut contribuer à ma protection sociale, à ma retraite, à ma maternité, etc. Mais de toute façon, ce seront des gros pour les plateformes. Mais ça sera des gros qui vont en plus avoir... D'accord avec ça, Charles-Antoine Ferrer? Je pense qu'en fait, il y a 2 sujets. Le premier, sur le conflit entre grosses plateformes et petites plateformes, c'est très simple. On voit économiquement que sur Internet, on est sur des marchés qui deviennent très vite monopolistiques ou du moins avec un acteur absolument dominant sur chaque marché. Airbnb est tout seul, Blablacar est tout seul, Uber est presque tout seul. Alors il y en a d'autres, mais ils sont tellement petits par rapport aux gros que... Exactement. Et donc là, le premier sujet, c'est qu'à partir du moment
où on a quasiment sur chaque marché un seul acteur, il peut se retrouver en position de monopole, donc après en profiter, se créer une rente, etc. Ça, c'est le premier sujet qui est important au niveau des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et l'autre question, sur ce qu'on disait tout à l'heure, à mon avis, il faut bien différencier l'économie du partage du reste de l'économie numérique, dans le sens où l'idée de l'économie du partage, c'est que ce sont des particuliers qui partagent un bien, qui amortissent un coût. C'est-à-dire que l'idée initiale, c'est pas de faire du profit avec, c'est simplement d'amortir un coût. Donc Blablacar, par exemple, il y a une règle qui fait que vous n'êtes pas censé faire de profit en faisant un trajet Blablacar. Juste amortir votre voiture, finalement. Exactement. Et donc là, il y a une différence. Ça sera jamais rentable, alors. Eh ben, c'est pour ça que c'est rentable pour la plateforme. Pour Blablacar, c'est très rentable parce qu'elle prend évidemment une commission sur chaque transaction. Mais pour le particulier, l'idée, c'est simplement de partager des coûts. Et c'est pour ça que là, il y a un choix à faire. Est-ce que Airbnb, Blablacar, Hitch sont censés rester dans cette logique initiale qui est simplement d'un partage des coûts, auquel cas il faut bien l'encadrer, ou est-ce que l'idée, c'est que chaque particulier, chaque personne puisse vivre de ces services-là, et donc auquel cas il faut les transformer avec une logique de professionnalisation. Pour l'instant, on n'en est qu'au stade des questions, puisqu'il n'y a pas de législation en la matière. Alors, tout est en train d'être... Pas au niveau de la politique publique, mais vraiment chaque plateforme a son avis, a sa position. Et typiquement, ce qui est très clair, c'est que Blablacar ou Airbnb, leur idée, leur volonté, c'est que les gens ne fassent que du partage grâce à leur application. Uber, ils n'ont plus Uber Pop, ils n'ont que l'application Uber traditionnelle, où ce sont des professionnels. Et pour les chauffeurs, apparemment, il faut faire un nombre de courses considérable pour gagner un peu d'argent. Hein. Alors, arrivent effectivement deux questions. La première question, c'est la question de la politique publique et donc de la professionnalisation de l'acteur indépendant. Effectivement, en France, un particulier ne peut pas faire 3 courses de voiture, gagner 200 € par mois et ne rien déclarer. Et ne pas être déclaré comme une entreprise indépendante. Ça, c'est pas possible. Ça avance. Il y a le Sénat, le rapport Terrasse, le rapport du Conseil national du numérique. Il y a beaucoup de choses qui avancent de ce côté-là. Ça avance lentement, beaucoup trop lentement, mais ça avance. Après, il y a le côté de la rentabilité, ou en tout cas de la précarité de tous ces acteurs indépendants sur les plateformes. Effectivement, un chauffeur, Uber, aujourd'hui, dit faire 15, 16 heures parfois de courses par jour pour avoir un revenu qui approche de 2000 €. C'est énorme. La question, elle est évidemment à la fois sociale, elle est économique pour la survie de la plateforme, elle est en matière de sécurité pour la sécurité de l'indépendant, et puis elle est aussi liée finalement à la pression que la plateforme a sur ses petits indépendants. Que pèse un chauffeur Uber face à Uber lui-même? Que pèse un loueur d'appartement face à Airbnb? C'est toujours la plateforme qui fixe le prix. Et donc, on est souvent dans une relation du fort au faible qui fait que même en se syndiquant un peu, aujourd'hui, les chauffeurs n'arrivent pas à obtenir gain de cause. Donc vous êtes d'accord avec notre journaliste, cette économie n'a rien de social? Non, cette économie n'a rien de social. Effectivement, à part en sortant les quelques cas qu'on a évoqués à l'instant de partage, d'économie du partage, où là on partage un actif déjà acheté, bon, mais qui sont très rares. Toutes les autres économies dont on parle sont des vraies startups, très financées, très capitalisées, avec une vraie stratégie de croissance. Mais les chauffeurs Uber, ils n'auraient pas été chauffeurs de taxi, ils n'auraient peut-être pas eu de boulot. Les gens qui louent leur appartement, ils n'auraient pas eu l'idée de le faire non plus, et ça leur fait un complément de revenu. La plateforme l'a pas fait pour ça. La plateforme l'a pas fait pour ça. Non, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que si on prend un petit peu de hauteur et de perspective, là, on a une innovation technologique qui arrive et qui permet de créer des nouveaux marchés. Ces nouveaux marchés... Et de nouveaux emplois. Et ils créent de nouveaux emplois. Et donc quand on dit que cette économie, elle n'a rien de social, elle est, pour l'instant, elle n'a rien de protection sociale, dans le sens où il y a très peu de protections sociales qui sont associées, parce que ce sont des nouvelles formes de travail. Donc là, l'État doit évidemment s'actualiser et créer des protections sociales, mais elle a quelque chose de social, dans le sens où elle crée énormément d'emplois. Pour ce qui est d'Uber, alors pour l'économie du partage, ce ne sont pas des emplois. Ça crée de l'activité, mais ça ne crée pas des emplois. Uber, ça a créé déjà 10 000 emplois indirects avec des emplois de chauffeurs. Et potentiellement, nous, dans le cabinet Asterès, où je suis économiste, on avait regardé les possibilités de création d'emplois en France. Et à partir de comparaisons internationales et de corrections, on arrive à potentiellement presque 100 000 emplois qui peuvent être créés dans ce secteur-là. Donc on peut dire qu'elle n'a rien de social dans le sens où elle n'est pas encore socialement protégée, mais elle a quelque chose de profondément social, dans le sens où elle donne du travail et de l'activité à tout le monde. Et c'est pas forcément le plus riche qui en profite. Il faut que le code du travail s'adapte, les syndicats s'adaptent, les taxis, les hôteliers s'adaptent. Ça fait beaucoup de changements quand même. Oui, alors vous savez, on est en France les champions de la non-adaptation. On a toujours attendu que les choses se fassent. On attend que les taxis cassent les voitures Uber sur le périph' pour réagir. Donc ça, et moi je ne suis pas très inquiet, on aura de la casse. Les politiques sont en train de se rendre compte à leur vitesse, mais c'est comme ça, de l'ampleur du phénomène. On va finir par y arriver. Et surtout, ils sont en train de se rendre compte de la pérennité du phénomène. Ça aurait pu être une mode.
Et à la limite, on peut que les féliciter de ne pas avoir plongé dans un mode. Là, c'est pas une mode. C'est un phénomène de fond, c'est une lame de fond, c'est économiquement, socialement, technologiquement durable. On voit bien que tout ça est en train de se consolider, il y a des vrais leviers. Et donc, il va falloir effectivement faire évoluer notre loi El Khomri 12 ou 15, qui est loin d'être écrite, nos syndicats, la manière dont on fait du dialogue social, la protection sociale des indépendants. Et faire payer des impôts à tout ça aussi. Et fiscaliser une partie de ces choses-là. Il y a des propositions sur la table, notamment au Sénat, sur le fait de connecter directement les plateformes d'économie collaborative avec l'État pour déclarer à la place du consommateur finalement ce qui a été fait par le prestataire. C'est ce que fait Uber en payant par exemple les taxes de séjour à la ville de Paris. Airbnb. Ouais. Airbnb, pardon. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'on voit quand même qu'il y a une sorte de convergence dans le sens où d'une part les plateformes, elles commencent à s'institutionnaliser, dans le sens où Airbnb paye des taxes, Uber n'a pas relancé Uber Pop parce que c'était interdit. Il y a une volonté quand même de plus être vu comme des barbares qui sont là pour tout casser, mais exactement, de rentrer dans le rang pour tout simplement devenir viable et pouvoir durer. Donc d'un côté, il y a des plateformes qui commencent à être dans cette logique, et puis de l'autre côté, là où je suis un petit peu en désaccord, c'est que au fond, on n'est pas si en retard que ça, dans le sens où c'est apparu très très vite, ces sujets-là, et les politiques sont quand même en train de s'en saisir, ce que vous disiez avec le oui, mais notamment. Soyons honnêtes, il n'y a rien dans la loi El Khomri, par exemple. Oui, non, je suis d'accord. Mais en fait, l'idée, c'est quand même que c'est un schéma qu'on voit tout le temps, partout. Ce qu'il en restera. Oui. À chaque innovation technologique, on a ce schéma qui arrive, avec l'État qui est un peu en retard. Et là, il y a quand même une prise de conscience et qui, bon, espérons, va déboucher tout ça, et vous allez être d'accord, c'est le capitalisme qui s'adapte. Oui. C'est le capitalisme au XXIe siècle. Et d'ailleurs, c'est le capitalisme qui s'adapte d'abord à l'usage et à la volonté du consommateur. Le levier principal de tout ça, c'est la révolution de la consommation. Hein. Pour coller à l'attente. On a tous bavé d'attendre un taxi à 3h du matin qui venait pas, de chercher à être maquillé, etc. Donc c'est aussi la révolution de la consommation et une meilleure expérience. Merci beaucoup. Tout de suite, l'essentiel de l'info à 17h30 sur LCI.